Le renseignement américain a publié un rapport sur la falsification de données par l'administration Obama. Le président Trump a appelé à l'arrestation, rien de moins, de l'ancien chef de la Maison-Blanche, Barack Obama. Trump a accusé ses prédécesseurs d'avoir fabriqué des accusations de collusion avec la Russie contre lui. Un tel message a été publié sur sa page Truth Social. C'était le 29 janvier. Je vais vous expliquer pourquoi cela change tout. Pourquoi c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis d'Amérique et en quoi cela diffère de toutes les autres accusations portées par un ancien président. Le renseignement national américain a publié un rapport sur la falsification des données de renseignement par l'administration Obama. Le document parle de la fabrication d'accusations contre l'équipe de campagne de Trump. Nous parlons de l'année 2016 en lien avec les relations avec la Russie. En août 2016, un employé du ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis a informé l'ancien chef du renseignement, James Clapper, qu'il n'y avait aucun signe de menace indiquant que la Russie pourrait manipuler le dépouillement des votes. Ces informations ont été cachées. Le ministère du Renseignement national et le ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis. Tous ces gars-là qui étaient au sommet avec Obama, ils ont tout caché, ils ont tout mis sous le tapis, comme on dit. Trump estime que les documents publiés prouvent qu'Obama a personnellement ordonné aux agents de la CIA de fabriquer de fausses accusations contre son adversaire politique. C'était une tentative de coup d'État de la part de Barack Obama et de ses complices. Il est temps de payer pour cela, d'arrêter Obama. C'est ce que Trump a écrit maintenant, mais ce n'est, messieurs, que le début. Après la victoire de Trump en 2016, l'enquête sur l'affaire de collusion avec la Russie a été menée par une commission dirigée par le procureur spécial Robert Mueller. Dans le rapport final publié, le procureur spécial a reconnu que, malgré les déclarations constantes des membres de son équipe affirmant qu'ils disposaient de preuves complètes, aucune collusion n'a finalement été révélée. Rien n'a été trouvé ni établi. C'est-à-dire que, plus tard, l'enquête d'un autre procureur spécial, John Durham, a, pour ainsi dire, abouti à la conclusion et a amené tout le monde à conclure que Fulbuer n'avait en principe aucune raison suffisante d'ouvrir une enquête contre Trump. Tout cela a été inventé de toutes pièces, imaginé, pour qu'il n'y ait plus aucune autre raison. Durham est arrivé à la conclusion que le FBI, en lançant l'enquête sur le Russiagate, comme il l'appelait, n'avait aucune preuve. Aucune preuve de collusion ni de complot du QG de Trump avec la Russie. Et pour le dire gentiment, ils se sont trop appuyés sur des informations provenant de personnalités politiques opposées à Trump. Autrement dit, Clinton. Durham a aussi estimé que lors de l'enquête sur l'affaire 1, dans l'affaire de la mail impliquant Hillary Clinton en 2016, le FBI n'a pas montré le même zèle. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela montre que ce bureau fédéral travaillait dans l'intérêt politique du Parti démocrate des États-Unis. Sans se citer l'ordre aucun zonson, et là ils se sont eux-mêmes piégés. Le 13 octobre 2022, à Alexandria, en Virginie, à 2 pas de Washington, un procès a été ouvert contre un natif de Perm. La ville que nous connaissons bien, Igor Danchenko, qui s'est avéré être la principale source des informations pour le recueil depuis longtemps discrédité de fausses histoires sur Donald Trump, connu sous le nom de dossier Steele, du nom de son auteur, l'ancien britannique, l'ancien agent du renseignement britannique Christopher Steele, qui, ce dossier a servi de base à toute l'affaire du prétendu complot entre Trump et la Russie. L'accusé de 44 ans qui possédait la citoyenneté russe et un permis de séjour américain a été accusé de mensonge par les procureurs. L'affaire du prétendu complot entre Trump et la Russie, révélée il y a 10 ans, reposait à l'origine sur de fausses informations du FBI. Les services de renseignement américains l'ont immédiatement compris. Cependant, Barack Obama, qui était alors président des États-Unis, a, pour le dire gentiment, ignoré les conclusions du renseignement.
et il a donné des instructions sur la base de données totalement falsifiées. Il savait qu'elles étaient falsifiées. Lancer une enquête contre Trump en pleine campagne électorale de 2016, ce qui, sans aucun doute, aurait pu, sans aucun doute, influencer directement les résultats des élections, c'est un miracle que cela n'ait pas eu d'impact. Voyons pourquoi c'est important aujourd'hui. Des documents déclassifiés encore plus compromettants, des courriels publiés par le directeur de la CIA. Il s'agit de John Ratcliffe, l'actuel directeur, un homme nommé par Trump. Il montre qu'Hillary Clinton a conspiré, et pas par hasard, elle a conspiré délibérément. Elle a réussi. Ce n'est pas arrivé par hasard avec la communauté du renseignement et, comme on dit, avec George Soros, dans le but de renverser le gouvernement des États-Unis en 2016. Permettez-moi de répéter encore une fois, au cas où ce ne serait pas clair pour quelqu'un. Hillary Clinton a comploté avec la direction des agences que nous appelons les forces de l'ordre, avec les personnes qui étaient à la tête de la Maison-Blanche, y compris Barack Obama, et avec George Soros dans le but. Pourquoi Soros ? C'est une question d'argent, donc le renversement du gouvernement des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire du président, etc., qui est arrivé au pouvoir en 2016. Les documents déclassifiés par le directeur de la CIA, John Ratcliffe, au plus haut niveau olympique, ce sont des courriels provenant du fonds terroriste de George Soros, Open Society. Je l'appelle terroriste parce que c'est une organisation terroriste. Ils n'ont pas du tout usurpé ce titre honorifique. Qu'est-ce qui est écrit là-bas ? Ce sera une campagne à long terme de diabolisation de Poutine et de Trump, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de diaboliser deux personnes, Poutine et Trump. À ce moment-là, Trump était diabolisé par le président des États-Unis. L'idée approuvée par Hillary Clinton était de lier Trump à la Russie comme moyen de détourner l'attention de ses propres emails disparus. Son mari bombardait aisément. Belgrade a été bombardé 62 jours pour détourner l'attention de Monica Lewinsky et de la tache sur la robe, ce qui était facile pour elle. Détournons l'attention des disparus, effacés par elle dans les emails, 30 000 au total. Et comme quelqu'un l'a écrit, comme cette femme qui travaillait pour elle, celle qui a en fait inventé tout cela. Cela doit atteindre un niveau olympique. Maintenant, cela servira à augmenter la cote après le congrès du parti. C'est ce qui a été dit là-bas. Le FBI sera plus tard prêt à attiser le conflit. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé cela facilement, ils comprenaient tant que le FBI, la CIA, tous les autres allaient obéir et feraient en tout ce qu'on leur demanderait. Chère, adorée et bien-aimée patrie, dans ce cas-ci, il ne s'agit pas du Parti communiste, mais du Parti démocrate, ça sonne un peu différemment, mais le sens reste le même. En d'autres termes, oui, Barack Hussein Obama était là, portant l'affaire à un niveau olympique, au plus haut niveau qu'on puisse imaginer. Il a commandé un rapport, selon Tulsi Gabbard, dans le cadre d'un complot visant à fomenter une rébellion pour renverser le gouvernement des États-Unis. Quand c'était 2016, le président Trump, un autre parti. Et des efforts à long terme. Essayons non seulement maintenant, mais voyons aussi les efforts à long terme pour destituer le président légalement élu Donald Trump en 2017, qui a commencé en janvier, le 45e mandat. Cela a été suivi de 2 destitutions, de nombreuses enquêtes, arrestations, inculpations, perquisitions, 2 tentatives d'assassinat et finalement le renversement du gouvernement en 2020. Ensuite, un point de clé. Les représentants du Parti démocrate au Congrès et au Sénat, ainsi que les gouverneurs de tous les États démocrates, s'opposent catégoriquement à l'obligation pour les électeurs de présenter une pièce d'identité lors des élections. Moi, c'est moi. Les démocrates s'indignent quand on en parle, moi en tant que personne. Eh bien, un membre du Congrès qui criait tellement d'indignation qu'il s'est senti mal, et oui, il est parti de la ville enroué, mais il n'a pas pu prononcer un seul mot articulé. Voici par exemple, regardez la tentative de comprendre cette question en Arizona. Donc, de nouvelles élections approchent.
Messieurs, nous avons ça en novembre, c'est pour bientôt, comme on dit. L'État de l'Arizona est connu pour ses tromperies constantes, ses manipulations permanentes. Et un membre du Congrès a convoqué les représentants de 3 soi-disant ONG, des organisations non gouvernementales qui ont une énorme influence sur le Parti démocrate de l'État. Comme ils travaillent constamment avec le gouvernement, le Congrès a le droit de les contrôler. Cette fois, le Congrès a décidé d'enquêter sur les lobbyistes. Les représentants des syndicats estiment qu'il faut suivre la loi américaine, ou bien celle-ci n'a pas d'importance pour eux, seule compte la victoire de l'idéologie. La question était en réalité très simple. Pensez-vous qu'il faut compter les voix lors des élections ? Eh bien, l'élection du président, disons, est au Congrès, au Sénat, seulement pour les citoyens américains, comme il est écrit dans la Constitution. Ou pensez-vous que n'importe quelle personne qui est venue au bureau de vote peut voter pour quelqu'un ? Est-ce bien cela ? Sur cette base, il sera expliqué qui dirigera les États-Unis d'Amérique. Donc, celui qui peut être une personne, c'est-à-dire celui qui est entré, peut être une personne qui a enfreint la loi des États-Unis d'Amérique. Il est venu sur le territoire de notre pays, oubliant de demander notre permission. Puis il y a commis 1, 2 ou plusieurs crimes graves. Ensuite, il est allé voter. Une telle personne a-t-elle le droit de participer au vote ? Voilà l'Arizona, l'État de l'Arizona. Faut-il compter leurs voix ? Chen. Pensez-vous que les gens doivent absolument être citoyens des États-Unis pour pouvoir voter aux élections en Arizona? Je représente une organisation et me suis déjà exprimé sur ce projet de loi. L'organisation que vous représentez ici pense-t-elle que les gens doivent être citoyens des États-Unis pour pouvoir voter aux élections en Arizona? Cela semble tout à fait clair. La réponse devrait être, bien sûr, naturellement, ce que dit la loi, mais est-ce vraiment le cas ? C'est juste que lorsque le parti d'origine, le Parti démocrate, exige autre chose, cela lui convient quand il se passe autre chose, et le parti d'origine est bien plus important que la loi, la Constitution ou même cette chose que vous avez inventée, que vous appelez la vérité. C'est une question à laquelle je dois revenir pour obtenir une réponse, parce que je ne sais pas, Monsieur le Président, ce n'est pas une réponse. Donc, à cette question spécifique, le représentant, enfin le lobbyiste, je ne sais pas, de cette organisation qui appartient au Parti démocrate des États-Unis d'Amérique, ne peut pas donner de réponse. Eh bien, il ne sait pas, il doit consulter ses camarades. Suivre la loi, c'est une question très compliquée. Ou ne pas la suivre, suivre la Constitution ou ne pas la suivre, c'est une question compliquée. Les supérieurs vont nous apprendre. Voici encore une autre beauté représentant une autre organisation, également démocratique, également de lobbying, travaillant aussi avec le recrutement d'électeurs potentiels, c'est-à-dire, attendez une seconde, elle recrute des électeurs potentiels. Comment peut-elle ne pas savoir qui a le droit de voter ? Si elle ne le sait pas, comment va-t-elle recruter ? Qui va-t-elle recruter, puisqu'elle ne sait pas qui a le droit de voter ? Eh bien, écoutons ce qu'elle va dire. Dima Torzok, je suis Jody Lee, ici pour Lucha. L'organisation Lucha pense-t-elle que les gens doivent être citoyens des États-Unis pour pouvoir voter aux élections dans l'État d'Arizona? Je n'ai pas de réponse directe de Lucha, mais ils estiment que tous les contribuables doivent avoir accès à la démocratie. C'était un peu du charabia. Les non-citoyens qui travaillent en Arizona, qu'ils soient légalement ou illégalement, paient des impôts. Est-ce que Lucha pense que les non-citoyens devraient voter en Arizona simplement parce qu'ils paient des impôts? Je ne suis pas prête à faire une déclaration au nom de l'organisation. Je pense qu'elle a trouvé une très bonne réponse. Je ne me sens pas à l'aise lorsque je dois répondre à cette question difficile. Eh bien, c'est au niveau de... Là, en deuxième classe, quelqu'un est arrivé en retard au cours et le professeur demande « Pourquoi es-tu en retard ?» Et là commencent des réponses de ce genre. Oui, et à votre avis, est-ce une question simple ou une question très compliquée ? Gardons ce moment en mémoire, car nous y reviendrons. Un sourire narquois apparaît sur son visage. Le SGS pense-t-il que seuls les citoyens américains peuvent voter en Arizona? Et Celio pense que les élections doivent être honnêtes et accessibles à tous ceux qui en ont le droit. C'est un citoyen américain, Slio? Oui.
C'est un citoyen américain, allô? Ce serait encore plus drôle si je vous montrais comment des gens comme eux répondent à la question. Quelle c'est la différence entre un homme et une femme? Bientôt je vais m'y mettre et faire une compilation. Les sénateurs s'amusent à chaque fois qu'un démocrate endurci arrive, un de ceux qui sont marqués au fer rouge. Enfin, c'est évident qu'il ment à chaque mot, non? On lui pose tout de suite la question. Dites-nous, s'il vous plaît, par art, pourriez-vous nous dire, par exemple, quelle était la différence entre un homme et une femme? Et ils éclatent de rire quand ces personnes essaient, comme un poisson sur la poêle, de se tortiller, de se débattre, et d'une manière ou d'une autre de sortir de cette situation compliquée. Finalement, les républicains sont devenus complètement sidérés. Le peuple américain exige que le chef de la majorité au Sénat, John Thune, fasse voter une loi protégeant les droits électoraux des Américains et impose la vérification de citoyenneté à l'inscription des électeurs. Nous avons ce moment unique dans l'histoire avec Donald Trump à la tête du pays, avec un gouvernement républicain détenant la majorité dans les 3 branches. Je pense qu'il faut en finir avec ce filibuster, adopter loi après loi. Cette interview est devenue virale, poussant les sénateurs à agir. John Cornyn a discuté avec le leader Thune de la loi SAFE. Les sénateurs Kathy Breed et Dave McCormick sont devenus co-auteurs, rejoints publiquement par Rick Scott et d'autres. Voici Scott la semaine dernière. Peu importe comment nous le ferons, d'accord, que ce soit dans le cadre d'un projet de loi sur les dépenses cette semaine, que ce soit un projet de loi séparé, peu importe, nous devrons rester là-bas. Eh bien, et faire de l'obstruction, quoi qu'il en coûte, nous devons l'adopter. Nous devons sécuriser les élections. Je ne vois pas un sénateur républicain refuser l'exigence de preuve de citoyenneté pour s'inscrire et voter. Je ne comprends pas comment un démocrate peut être contre cela. Je ne peux pas l'imaginer non plus. Mais 100% des démocrates, à l'exception peut-être d'un seul sénateur, vont tous voter contre le fait que, lors des élections, un électeur doive présenter sa pièce d'identité. Les démocrates ne peuvent pas expliquer cela, et c'est pourquoi ils évitent la question. Ils deviennent hystériques, certains simulant même des crises cardiaques pour éviter que cela arrive. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Talia se lève. Il y a maintenant 49 co-auteurs et John Thune, chef de la majorité au Sénat, a annoncé cette semaine qu'il autoriserait le vote. Il travaille toujours sur le projet de loi qui exige la citoyenneté pour s'inscrire, mais pas la résidence pour voter. C'est corrigé et pris en compte et j'espère que le nouveau projet de loi réglera ce problème. Mais je veux dire, à un moment donné, nous allons voter. Alors, comment les démocrates profitent-ils du fait qu'ils ne permettent pas l'adoption d'une loi stipulant que seuls les citoyens des États-Unis d'Amérique peuvent voter? Oui, c'est simple, ils truquent les élections selon plusieurs spécialistes. Seuls les citoyens américains pourront voter, et ce, immédiatement. Le Parti démocrate devra oublier pendant les 100 prochaines années qu'il pourra un jour diriger notre pays. La fraude dans le comté de Fulton devient chaque jour de plus en plus choquante. Il y a maintenant de nouvelles informations d'un sénateur de l'État qui montrent clairement comment les listes électorales ont été falsifiées. Vous vous souvenez du sénateur Greg Delizal qui a interrogé Fani Willis lors de l'audience de son comité sur les dossiers électoraux en Géorgie? Elle ne voulait pas les transmettre, elle ne voulait pas répondre à ces questions. Et maintenant, le FBI en a la possession totale, mais il a publié cela sur Internet. Il a mentionné magasin UPS, bâtiment vide, adresse illégale. Suivant la méthode de Nick Shirley, il se déplaçait pour frapper aux portes et découvrir la situation sur place. Il a déclaré « Tout cela est sur les listes électorales du comté de Fulton, enfreignant la loi de Géorgie. Nous avons de sérieuses questions sur l'ingérence étrangère. » Nous savons que l'ex-chef du renseignement Nicolas Maduro est détenu et affirme que l'ingérence a bien eu lieu. Rudy Giuliani a diffusé une vidéo de la perquisition dans le comté de Fulton, publiant des images de l'événement. Nous nous rappelons que Rudy a été attaqué par Fani Willis et d'autres durant cette épreuve difficile. Sur cette photo, on voit beaucoup de personnes avec des voitures, tous chargent des dossiers. Voici une autre photo. De nombreuses voitures arrivent en même temps sur place, chargeant ces camions, et ce sont de gros camions. Beaucoup de dossiers à vérifier, mais bien qu'il y ait certainement de la fraude dans ces dossiers et dans ces camions.
Nous savons aussi que le processus d'inscription des électeurs en Géorgie peut poser problème, car il suffit d'indiquer son lieu de résidence pour pouvoir voter partout. Apparemment, personne ne vérifie. Le sénateur près du magasin UPS explique la situation. Alors, les amis, hier j'ai lancé une accusation sérieuse lors d'une réunion du Sénat de l'État affirmant que les listes d'Arche dans le comté de Fulton étaient, sont et restent un véritable chaos. Et aujourd'hui, nous allons vous en apporter la preuve. En Géorgie, il est interdit de s'inscrire pour voter ailleurs que sa résidence principale. L'inscription à des stations OPS, refuges UPS ou sous un viaduc est illégale, mais cela arrive aujourd'hui. Selon les listes électorales du comté de Fulton du 5 janvier, des sans-abri sont inscrits ici. Nous allons vous montrer d'autres lieux pour prouver que ce n'est pas un hasard. Le comté de Fulton doit réagir et s'organiser. Voici l'adresse 850 Oak Street, comté de Fulton, où 19 électeurs sont inscrits dans cette maison abandonnée. Encore une fois, la responsabilité revient au registraire du comté de Fulton qui doit nettoyer ses listes électorales. Ce problème est ancien. Le Parti démocrate est prêt à toute tromperie, falsification et crime pour rester au pouvoir. Le président au sommet, les dirigeants des agences de sécurité ne représentent plus le pays, mais une idéologie, un parti et surtout leur propre intérêt. Eh bien, jusqu'aux petits fonctionnaires qui donnaient aux gens des adresses où des centaines de personnes pouvaient être enregistrées, ou qui inscrivaient simplement des adresses dans les listes, dans les registres de personnes qui n'avaient jamais été citoyennes, qui n'avaient jamais vécu là-bas. Quant au niveau intermédiaire, comme le Congrès de l'Assemblée des États, ils se battaient à mort, empêchant l'instauration de la légalité dans le vote, parce que dès que vous introduisez la légalité, le Parti démocrate perd, et de façon retentissante. En résumé, Clinton, Obama, Fannie Willis, la secrétaire du Parti démocrate, les lobbyistes et employés. Tout le monde savait qu'ils mentaient, tout le monde savait qu'ils commettaient tant des crimes, tout le monde savait que c'était l'exact opposé des lois et de la Constitution de notre pays. Néanmoins, sans hésiter une seconde, ils volaient, dénonçaient, trompaient, escroquaient et, comme nous le savons déjà, tentaient de tuer, et même alors, ils y arrivaient, ils tuaient. Les bonnes personnes se sont avérées être les membres du Parti démocrate des États-Unis d'Amérique. Nous avons ri en disant qu'en Russie, il n'y a que la Douma, ou peu importe son nom. Que des salauds ici. Si vous pensez que c'est différent, malheureusement, il n'y a presque pas de gens normaux. Le problème le plus proche et le plus important pour les républicains, ce sont les élections. Je veux dire en novembre de cette année. Si les démocrates parviennent à obtenir la majorité au Congrès, alors, en gros, tout ce que Trump essaie de faire maintenant, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sera arrêté et, au minimum, on lui mettra des bâtons dans les roues, voire on ne le laissera pas aller jusqu'au bout. En outre, il y aura des enquêtes, des procédures de destitution et, sans doute, le programme de Trump sera largement bloqué. C'est pourquoi toute l'attention de la Maison-Blanche est concentrée sur la création des conditions à l'intérieur du pays dans lesquelles la majorité de la population irait voter pour le Parti républicain. La deuxième condition pour gagner lors des soi-disant élections de mi-mandat, c'est-à-dire entre les élections présidentielles, puis 2 ans plus tard les élections de mi-mandat. Là-bas, il ne s'agit pas du président, mais des membres du Congrès, des membres du Sénat, des sénateurs, des juges, divers gouverneurs et ainsi de suite. Donc, lors de ces élections de mi-mandat, il faut apporter la preuve au peuple que le parti opposé se comporte d'une certaine manière. Pendant des années, il s'est mal comporté et n'a respecté ni la lettre ni l'esprit de la Constitution et des lois américaines. Les démocrates essaient de prouver que les agences fédérales de sécurité outrepassent leur pouvoir et que Trump se comporte comme un dictateur. Il s'agit de l'ICE, entre autres. La tâche de l'administration Trump est d'ouvrir plusieurs dossiers contre des hauts fonctionnaires du Parti démocrate. Eh bien, aussi bien d'anciens que d'actuels, c'est-à-dire ceux qui occupaient donc des postes sous Biden, sous Obama, et qui sont toujours des responsables du Parti démocrate.
ou même simplement en politique, afin de montrer au peuple que le Parti démocrate est rempli de menteurs, d'escrocs et de voleurs. Ce n'est pas difficile, je veux dire qu'il n'est pas difficile d'en trouver, c'est plus difficile de le prouver. Et, en conséquence, ils n'agissent pas pour améliorer la vie aux États-Unis d'Amérique, mais pour améliorer la vie des membres du Parti démocrate, exactement comme le faisait le PCUS. Leningrad était encerclé, on pouvait bien sûr apporter de la nourriture, mais on ne l'a pas fait, Staline a annulé, il n'a pas permis d'apporter de la nourriture. Qu'ils crèvent, personne ne s'en soucie. Mais les gens qui travaillaient dans les comités municipaux, régionaux et autres, eux, ils commandaient du caviar, du pain blanc. Et il y en avait qui mouraient d'obésité pendant le blocus. Pendant le blocus, ils mouraient d'obésité. En janvier 1926, le comité de surveillance de la Chambre a voté pour reconnaître Bill et Hillary Clinton coupables de ce qu'on appelle l'outrage au Congrès. C'était pour avoir refusé de se présenter à l'interrogatoire dans le cadre de l'enquête sur Epstein. Si la Chambre des représentants confirme, l'affaire ira au ministère de la Justice puis au tribunal. Et l'ancien président ainsi que l'ancien secrétaire d'État peuvent être envoyés en prison pour plusieurs mois, tout comme ils ont emprisonné des membres nommés du Parti républicain. Depuis la fin de l'année 25, une vaste enquête sur la prétendue conspiration contre Trump a commencé, s'appuyant sur le travail d'un grand jury. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises de ce que c'est et de plusieurs épisodes différents, allant des fuites aux possibles abus lors de l'obtention de mandats d'écoute. Par exemple, en pratique, cela signifie que ceux qui courent le plus grand risque d'être accusés, emprisonnés et ainsi de suite ne sont pas les plus hauts responsables comme Obama et Clinton, mais plutôt les exécutants de niveau moyen et élevé. Il s'agit d'anciens directeurs et adjoints, ainsi que des juristes du FBI, de la CIA, des services de renseignement, des sociétés qui pouvaient signer des documents, témoigner, initier des surveillances, avoir des contacts avec la presse d'Obama. Et les démocrates qualifient tant tout cela de pure théorie du complot et d'infondé, en soulignant qu'ils parlent des conclusions des services de renseignement. En 2017, l'ingérence russe. À l'époque, ils étaient soutenus par de grands professionnels et n'ont pas été reconnus par le tribunal comme un complot criminel. Ainsi, le renseignement futur dépend des faits juridiques et de l'équilibre politique. La majorité républicaine à la Chambre aujourd'hui peut initier l'ordre du jour, mais c'est le ministère de la Justice et les tribunaux qui décideront si l'affaire se transformera en véritable négociation ou si elle restera une partie de la grande guerre politique autour de Trump. La tâche est de les soumettre à des enquêtes, interrogatoires et convocations au Congrès. En réalité, un véritable chef d'accusation pénale contre un ancien président exige des preuves extraordinaires, strictes et claires, et dans la pratique américaine, une telle démarche, je ne m'en souviens même pas, est extrêmement rare. Disons-le, car il n'y en a sûrement presque jamais eu. Bien sûr, Nixon, il y a eu encore quelques cas, mais c'était complètement différent, la situation était claire, pour ainsi dire, tout le monde a avoué, tout était là, et puis c'était une autre époque, disons, peut-être plus puritaine, peut-être plus morale, je ne sais pas. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a déclaré qu'elle avait des preuves d'un complot de l'administration Obama et a officiellement transmis les documents au ministère de la Justice avec la recommandation d'engager des poursuites pénales. Le ministère de la Justice lance une vaste enquête sur le complot, y compris la possibilité d'un grand jury et des affaires contre certains fonctionnaires. Cela concerne les services de renseignement et les forces de l'ordre. Contre qui précisément et à quel niveau se trouvent ces personnes, on ne le sait pas encore, il ne reste qu'à faire des suppositions. Je pense qu'il n'est même pas nécessaire, avant les élections, que les jurés soient d'accord sur la culpabilité des hauts fonctionnaires du Parti démocrate. La culpabilité formelle n'est pas aussi importante que le linge sale, qui sera exposé directement aux yeux du public. Le Parti démocrate, qu'on aime aussi appeler libéral, fera tout pour tromper le public, et la presse l'aidera à passer toute cette histoire sous silence ou à la présenter d'une manière complètement opposée à la réalité. C'est pourquoi cet été, nous verrons une lutte entre l'appareil de propagande des républicains qui essaieront de diffuser tout ce qui se passe. Ce que faisaient les démocrates sous Obama et Biden est bien sûr ce qu'ils ont fait pendant le premier mandat de Trump 45. Trump 45,
Les démocrates feront tout pour que rien de ce qui se dit devant les tribunaux n'arrive aux électeurs potentiels. Je comprends donc qu'à la fin du printemps, nous aurons des révélations choquantes sur qui est jugé, pourquoi ils sont jugés et quelles sont les accusations. Cet été, nous verrons des révélations, des disputes partout, et comme je l'ai dit, le linge sale lavé devant tous. Je ne sais pas, bien sûr, qui va gagner ce jeu, mais je sais une chose, c'est dégoûtant, mais très intéressant. Je suis sûr que les démocrates aussi sont en train de réfléchir à quelque chose pour que, en même temps, il se passe autre chose qui détourne l'attention du cauchemar qu'ils ont créé. Eh bien, pendant le temps passé à la Maison-Blanche, à commencer par les Clinton et le limier Biden, ainsi que pendant les 4 années où Trump était au pouvoir. Je suis très intéressé par votre avis sur la question de savoir s'il y aura des procès et des sanctions contre la direction de la CIA, du FBI et toute une série d'autres cadres intermédiaires que le Parti démocrate a invités à jouer à ce jeu. Ils y sont allés avec joie et beaucoup d'enthousiasme. Je ne vous demande pas. Les juges ont été sanctionnés aussi bien par Obama que par Clinton, parce que c'est presque impossible. On aimerait beaucoup, mais cela n'arrivera probablement pas. Mais pour nous, il suffira de quelques affaires retentissantes avec des condamnations contre les chefs des organisations exécutives. Je suis absolument certain que l'un d'eux finira par chanter, comme on dit. Il racontera absolument tout, même ce qu'on ne lui a pas demandé, ce qu'on lui a demandé, ce qu'on ne lui a pas demandé, et il ajoutera encore quelque chose en plus. Cela s'est déjà produit souvent, et je pense que cela se reproduira. Merci de m'avoir écouté, mesdames et messieurs. J'ai été heureux d'avoir eu l'occasion de partager avec vous. C'est intéressant, et j'espère que les tribunaux aborderont cela comme nous le faisons, que le mal doit être puni et que le grand mal doit être puni sérieusement, sévèrement. Si quelque chose vous intéresse, écrivez-moi, s'il vous plaît. Je lis les commentaires, donc je serai heureux d'essayer d'aborder ce que vous considérez comme le plus important et intéressant. À la prochaine rencontre.